c'est une île très aride où l'hiver, voilà, là les températures actuelles, elles oscillent entre 25 et 34. Donc voilà, il peut faire très chaud, mais voilà, il y a certaines parties de l'île où il peut faire un peu plus frais aussi. Et par exemple, il y a 2 ou 3 ans, sur l'Ultra, il s'était chopé 3-4 heures de flotte et de froid, de brouillard, donc chose très très rare. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Dans ce format, des invités viendront te présenter leurs futurs projets sportifs, que ce soit une course avec dossard ou bien un projet off, et cela à 2 reprises. Mais pourquoi 2 interventions sur un même sujet ? C'est peut-être la question que tu te poses. Sache que ces 2 épisodes te permettront une immersion totale dans le projet. Lors du premier épisode, enregistré avant l'événement, ce sera l'occasion de découvrir notre invité et d'en apprendre plus sur le défi qui l'attend et comment il s'y est préparé. Nous découvrirons également comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement ainsi que ses attentes sur ce défi. Et si tu écoutes cet épisode dans les premiers jours de sa sortie, cela te permettra de suivre l'aventure en direct via les informations qui te seront données par l'invité ou via le compte Instagram du podcast, @lesjoiesdusport.podcast. Lors du second épisode, qui sera enregistré après l'événement, que le projet soit couronné de succès ou parsemé de difficultés, l'invité te partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Et ce sera également l'opportunité de connaître ses futurs projets. Maintenant que tu connais le concept, je te laisse avec l'invité du jour. Bonjour, aujourd'hui je reçois Basile Cornillo, un trailer qui a de nombreux dossards à son actif et qui travaille également pour Baou, une marque de nutrition basée à Annecy. Mais aujourd'hui, il est présent sur le podcast pour échanger sur sa pratique du trail et sur sa future participation à la Trans-Gran Canaria Advanced. Mais commençons par faire connaissance avec Basile. Salut Basile, ou Baz. Ouais. Première question de l'épisode, qu'est-ce que tu préfères pour la suite de l'enregistrement ? Non, base ou Basile, mais c'est vrai que le base est plus utilisé, on va dire. Eh ben on va pour Baz alors. Alors Baz, comment tu vas et comment tu te sens aujourd'hui ? Bah écoute, ça va plutôt pas mal en ce milieu d'hiver printanier, on va dire, et hâte de partir en vacances et de faire cette fameuse Trans-Grande Canaria qui arrive dans 19 jours exactement. C'est vrai que les températures plutôt clémentes favorisent la transition. Ouais, là, du coup, j'ai pas à me plaindre pour le coup. Et puis pour les derniers entraînements, c'était pas trop mal à ce niveau-là. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel a été le premier sport qui t'a passionné ? Ouais, alors donc Basile alias Baz plutôt dans ce sens-là. J'ai 41 ans, donc je suis en couple. J'ai également une fille de 9 ans. J'habite à Annecy depuis 3 ans et demi maintenant. Et je suis également directeur commercial chez Baou, donc marque de nutrition sportive. Et le sport qui m'a attiré dès le plus jeune âge, c'était le basket. Dès mes, on va dire, je pense que c'était mes 9-10 ans. Donc jusqu'à mes plus de 30 ans, j'étais focus basket H24, 7 sur 7. C'était basket, 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 basket. Et t'évolues en quel niveau au basket ? Alors j'ai joué un peu à tous les niveaux, mais on va dire jusqu'en National 3 pour le plus haut niveau. Donc D'accord. enfin c'est pas professionnel, mais c'est du très bon amateur, quoi. D'accord, on est vraiment porte Ouais, c'est ça. semi-pro. Ouais, c'est ça. Et comment tu t'es mis du coup à la pratique de la course à pied ou du trail ? Je sais pas par où tu as commencé. Trail directement, effectivement. C'est quand. Alors moi, je suis né en Île-de-France, donc j'ai habité toute mon enfance et même jusqu'à mes 31 ans à Paris, dans le 92 exactement. Et au gré d'une mutation professionnelle, donc j'ai déménagé dans le Var. Et là, j'avais fait un petit peu le tour du basket. J'avais pas envie spécialement de retourner dans des gymnases, de faire des longs trajets le week-end et puis de rester au final enfermé. Alors que dans le Var, il y avait un climat
et des paysages grandioses. Donc j'avais plus envie de ça. Et de par une connaissance, en fait, ma compagne travaillait commencé un travail, a commencé pardon à travailler chez Intersport. Et il s'avérait que le responsable du magasin était lui et toujours d'ailleurs un trailer aguerri. Et il me voyait souvent aller chercher Vanessa, donc c'est ma compagne, le soir. Il voyait que j'étais en forme physiquement parce que je sortais d'une carrière de basketteur, on va dire. Donc un soir, enfin un jour, il m'a dit bah tiens, si tu veux, nous on court, est-ce que tu veux te joindre à nous? Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier entraînement de trail, que j'ai couru pour la première fois dans des terrains outdoor, mais je ne connaissais absolument rien de ce qu'était le trail et tout ce qui va avec. Donc pour moi déjà le trail, le mot trail, je ne connaissais pas du tout avant que Thierry, donc cette personne-là, m'initie entre guillemets à cette pratique. Quelles ont été tes premières sensations lors de tes premières sorties trail? Bah j'ai tout de suite kiffé, accroché. C'est vrai que étant natif d'un milieu urbain, moi j'ai jamais été finalement un pur urbain à profiter de la ville et à aimer ça plus que tout. Comme j'étais concentré basket, en fait, je faisais que du basket et j'étais concentré dedans, donc je voyais pas autre chose. Mais par contre, dès que j'avais la possibilité de partir de la ville ou du moins en vacances, je partais tout de suite en nature et principalement en montagne. Donc là, instinctivement, en fait, bah, ça m'a plu tout de suite parce que j'étais dans un milieu qui m'est cher, qui est la nature. Et surtout, ça m'a permis de découvrir des sentiers, des endroits insoupçonnés que j'aurais pas découvert autrement que par la course à pied, quoi. Enfin, le trail, plutôt. Aujourd'hui, on va parler d'une course, donc une course avec un dossard. Mais comment ça a débuté? Qu'est-ce qui t'a fait passer, par exemple, de la pratique, la découverte du trail, jusqu'à faire ta première course? Bah, j'ai toujours eu l'esprit compétiteur. Et Thierry, donc la fameuse personne qui m'a initié au trail, lui aussi était un compétiteur avéré. Et on avait un petit groupe de coureurs où on se tirait bien la bourre et on se charriait, et ce qu'on appelle toujours le mesurage de quéquette. Donc moi j'avais envie de prouver des choses et même si j'étais un trailer débutant, j'avais envie de prouver que je pouvais courir aussi bien qu'eux, voire mieux que certains. Donc Thierry était un peu ce qu'on appelle le gourou de la bande. Et c'est lui qui nous disait ah, faut s'inscrire là, faut s'inscrire là, faut s'inscrire sur cette course. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé sur mon premier trail inscrit. Ça devait être le tout premier, un 14, 15, quelque chose comme ça. Et j'ai vite basculé après sur du plus de 20 et ainsi de suite très rapidement aussi. C'est vrai là, quand on parle d'efforts sur des plus de 20 kills ou 40 kills, par rapport à un effort sur un terrain de basket, c'est quand même totalement différent. Toi, tu as réussi à t'adapter sans trop de soucis? Ouais, c'est vrai que c'est totalement différent. Alors moi, c'était un de mes points forts au basket, j'ai toujours été très endurant. Alors certes, c'est des matchs qui durent beaucoup moins longtemps. Enfin, c'est 2 fois 20 minutes en France à l'époque où on jouait. Après, c'était 4 fois 10. Donc c'est vrai que 40 minutes, comparativement à un trail, même un trail de 15 km, c'est beaucoup moins et c'est des efforts plus type fraction, on va dire, des allers-retours. Mais voilà, sur la durée et même tout au cours d'une saison, au cours des entraînements, j'étais particulièrement endurant et en forme physiquement parce que comment dire, je m'entraînais beaucoup en extérieur aussi pour garder la forme à tout niveau. Donc je faisais beaucoup de renfo, poids de corps ou un peu de muscu de temps en temps. Donc je pense que c'est ce qui m'a servi tout de suite dans le trail, quoi. D'accord, donc là, si je comprends bien, donc tu as fait pas mal d'années basket jusqu'à un niveau quand même, très bon niveau amateur. Tu as basculé sur le trail Mm. et aujourd'hui, tu as combien d'années de trail du coup en... Bah, j'ai commencé en 2017, donc ça fait tout juste 7 ans. Ça commence à faire. Donc 7 ans avec bon, des compètes, tout ça. Et sur les trails que tu as fait, pour finir un petit peu sur la présentation, quels a été les trails les plus durs que tu as fait pour toi, personnellement, jusqu'à présent? Euh, alors ça dépend comment dire, de la difficulté. Si c'est de la difficulté, on va dire physique, Vraiment par rapport à toi, ce que tu as ressenti ce jour-là, ouais, pas une question bah de, de ça va être kilomètres ou de dénivelé. non, ça va être, ah, tu veux dire de manière générale?
Ouais, toi, vraiment, qu'est-ce qui était ouais, celles qui t'ont laissé un souvenir ou quand tu es arrivé au bout, Bah, c'est ou pas d'ailleurs, ouais, bah, justement, elles t'ont marqué, quoi? c'est un de mes seuls abandons, il me semble. Donc, c'est mon premier ultra que j'ai tenté, qui était le Roc de la Lune dans l'Aveyron, qui était un 120 km et je sais plus 6 ou 7 000 de dénive. Et bah, c'est vrai que c'était au bout de, je pense, un an et demi de pratique du trail, donc ce qui était déjà très rapide, voire et justement trop rapide. Et je suis parti un peu vite, emballé par l'euphorie, et j'ai fait 90 km. Mais après, j'ai dû abandonner parce que j'avais mal au genou. Enfin, j'ai dû envoyer trop fort et j'étais pas prêt musculairement ou physiquement, ou peut-être aussi mentalement, parce que après, pour avoir fait d'autres ultras derrière, bah effectivement, il arrive. C'est normal d'arriver à un moment où t'es complètement cuit, où tu as des douleurs, mais il faut passer outre, et c'est là que le mental prend le relais. Mais du moins sur ce premier ultra, je pense que j'en avais pas conscience et j'étais pas prêt à la fois physiquement et mentalement, quoi. Donc toi qui viens d'un milieu extérieur au trail, mais bon, ça fait quand même déjà 7 ans que tu es dans le trail. Quelle est ta vision sur ce sport, sur cette pratique? Et est-ce que tu as vu une évolution sur cette année? Ouais, 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 bah du coup, effectivement, 7 ans, finalement, ça fait pas mal d'années. Quand j'ai commencé le trail, c'était une discipline qui était, bah moi, voilà, je la connaissais pas du tout, et donc au global, c'était très, très, très peu connu. Donc c'était un sport vraiment de niche qui commençait à se développer. Et au fil des années, bah, le développement s'est accentué. Et là, on voit sur les, on va dire, 2, 3 dernières années, et d'année en année, ça s'amplifie. Bah, le trail commence à vraiment à être ultra connu, c'est le cas de le dire, et à se professionnaliser, tel d'autres sports comme le cyclisme ou la course à pied sur route ou équivalent. Donc il y a un réel changement à la fois en termes de professionnalisation et d'esprit aussi, et en nombre de pratiquants, nombre de courses, enfin tout ce qui gravite autour. Voilà, il y a une croissance qui est énormissime. Et pour toi, c'est quelque chose de positif ou de négatif, cette évolution? Il y a des deux, hein, forcément, ça amène du positif et ça peut amener du négatif, ça dépend de quel côté on se place et de quelle vision du trail on a, et surtout de la manière dont on souhaite pratiquer. Voilà, après je suis pas là à faire la vieille école en disant c'était mieux avant. Il y a des côtés positifs et d'autres négatifs. Le principal pour moi, c'est que tout le monde y trouve son compte et trouve et plaisir à pratiquer ce sport, que ce soit de manière professionnelle, ultra compétitive, ou plus amateur, avec des défis ou des courses autres à taille plus humaine. Donc chacun est libre de pratiquer comme il le souhaite, mais l'avantage c'est que maintenant t'as plusieurs possibilités, quoi. C'est vrai que la palette est beaucoup plus ouverte qu'il y a quelques années, en Ouais, tout cas. exactement. Pour revenir un petit peu sur toi, là, tu prépares une course, mais actuellement, on est quand même, début février. À part, comme tu l'as évoqué en introduction, les températures sont plutôt clémentes, mais normalement, c'est pas trop le cas. Et on va venir un petit peu sur ton entraînement. Comment tu t'entraînes un petit peu pour affronter cette course? Mais pour, commencer cette question, je vais te faire écouter un petit audio qui a été enregistré par une personne que tu connais. Ok. Salut Baz, devine qui c'est. Est-ce que tu penses que tu vas encore perdre ton brassard cardio d'ici la Transgrande Canaria? Alors ça c'était la petite blague à part, hein. Plus sérieusement, quel est l'apport le plus intéressant selon toi cet hiver? Le ski de fond ou la renfo maison? Interdit de répondre les deux. Mon influenceur, tu dois choisir. Allez, des bisous. Donc effectivement, bah, j'ai un coach, donc Frédéric. Du coup, bah, effectivement, j'avais perdu mon brassard cardio que l'on m'avait offert à Noël, que ma compagne m'avait offert, donc j'étais dégoûté. Mais au final, il était simplement dans une chaussure, et je l'ai retrouvé une semaine, 2 semaines après. Et j'ai bien fait de pas en racheter un, parce que je voulais en racheter un, mais je me suis dit c'est bizarre quand même, j'ai pas pu le perdre, il doit être quelque part. Et je suis tombé dessus un jour. Donc bref, voilà, ça c'était pour l'anecdote. C'est Donc j'ai l'anecdote. bien mon brassard cardio. Et pour répondre à la question, je dirais le ski de fond. Franchement, le ski de fond, je pense, et j'en suis quasi certain, que ça m'a fait la caisse, comme on dit, et que ça m'a énormément apporté à tout niveau, parce que c'est un sport qui est ultra complet,
Donc physique, cardio, qui permet de travailler donc le cardio, tout ce qui est haut du corps, bas du corps, gainage, etc. Donc je dirais ski de fond. Et c'est une pratique que tu as mis en place cet hiver ou ça fait déjà quelques saisons que tu fais ça? Non, j'ai acheté des skis de fond l'année dernière. J'ai dû faire 4-5 sorties max, sans cours ni rien, donc j'ai pas une technique folle, mais avec la caisse que j'ai, j'arrive à pas mal avancer. Et cette année, par contre, j'avais l'envie et l'idée d'en faire plus. Donc là, avec les belles chutes de neige qu'on a eues sur décembre-janvier, j'ai pu pas mal pratiquer le ski de fond et faire des grosses sorties. Alors, tout est relatif pour certains, mais j'ai fait des sorties jusqu'à 40-44 km plusieurs fois. Donc voilà, j'ai pris à la fois plaisir et je pense que ça m'a énormément aidé à tout niveau pour avoir la caisse, quoi. Parfait. Écoute, si tu le veux bien, on va passer sur le sujet de l'épisode. Donc ta prochaine course, qui est la Transgran Canaria Advanced, un format 84 km. Si tu le veux bien, je vais commencer par lire le texte en fait qui est disponible sur le site, qui résume un petit peu cette course-là. À Gran Canaria, nous disons généralement que notre île est un continent miniature. Il n'y a pas de meilleur moyen de le prouver que le Transgran Canaria Advanced. Le parc naturel de Tamadaba, le parc rural de Nublo, la caldeira de Tejeda et les villes emblématiques d'Artenara et de Tejeda sont les vedettes de la première moitié de la course. La deuxième partie se déroule sur la face sud de l'île. Nous quittons la verdure pour entrer dans une zone plus sèche qui nous fera découvrir le sens de ce continent miniature. Donc voilà pour la description de la course, assez généraliste. Mais toi, qu'est-ce qui t'a fait venir sur cette course? Pourquoi tu as pris un dossard? Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, avant de travailler chez Baou, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le tourisme. Donc, j'ai commencé en tant agent de voyage, puis commercial pour un voyagiste. Et donc, j'avais vendu pas mal de voyages sur les Canaries, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Mais c'était des îles que j'avais repérées, puisque c'est une topographie, un climat que j'apprécie. Donc ça, c'est un premier paramètre. Ensuite, quand j'ai commencé à m'instruire sur le trail, toutes les courses qui existaient en France, mais aussi à l'étranger, la Transgrande Canaria est sortie relativement rapidement parce que c'est une course qui est historique et connue depuis des années. Et donc le troisième paramètre qui a fait que je me suis inscrit sur cette course, c'est ma compagne, donc Vanessa, qui est responsable du magasin North Face à Annecy. Et là, en fin d'hiver, j'ai vu que North Face prenait le naming de la course, de la Transgrande Canaria. Donc je lui ai tout de suite demandé de voir avec ses contacts chez North Face s'il y avait possibilité d'avoir un dossard. Donc ça a marché. Donc j'ai eu un dossard offert grâce à Vanessa et North Face. Bon, ça, c'était le bon plan du Ouais, moment, donc ça. tout s'est bien goupillé, on va dire. Et ça fait une parfaite transition. Pour parler, il y a une question qui revient à chaque épisode, en tout cas dans la partie 1 du podcast. C'est comment toi, avec tout cet entraînement que tu fais, tu intègres en fait cet entraînement au sein de ta vie privée et personnelle, professionnelle, Ouais, excuse-moi. très très bonne question. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, enfin surtout les parents ou ceux qui ont un travail très prenant, donc ce qui est mon cas sur les deux, et un besoin d'entraînement assez important aussi par rapport aux distances que je pratique. Donc c'est un véritable casse-tête, c'est un véritable Tetris pour tout goupiller sur une journée, une semaine et plusieurs mois. Donc ça va être des entraînements, moi pour ma part, qui vont se passer soit le matin, soit le midi quelquefois. J'ai la chance d'avoir une douche au travail. Donc ça, c'est un vrai avantage et ça permet aussi de pouvoir courir le midi quand on ne peut pas le matin ou le soir. Et le soir aussi. Donc c'est soit matin, soit midi, soit soir. Généralement, c'est plus matin ou soir. Et après, le week-end, le samedi, je dois garder ma fille puisque ma compagne travaille. Donc quand j'ai des grosses sorties, je suis obligé de me lever très tôt
et de rentrer au plus tard à 9h30. Et le dimanche, bah, c'est souvent des sorties longues. Donc là, ça peut être entre 3 et 6, 7 heures quand il y a besoin. Donc voilà, c'est vraiment un Tetris et c'est un planning, enfin comment dire, très pointilleux à respecter, puisque quand t'as un enfant ou des impératifs professionnels, bah, c'est des choses qui n'attendent pas et t'as pas le droit au retard, quoi. Quand tu fais des déplacements, là, comme tu vas procéder dans quelques semaines, comment tu mets ça en place en fait? Là, tu pars tout seul du coup? Non, là du coup, bah, c'est ce que je souhaite faire à chaque fois que je m'inscris à une course à l'étranger. C'est bien sûr pour la course, mais avant tout pour passer des vacances aussi et profiter de l'endroit où la course se trouve. J'ai pas envie d'aller faire des heures d'avion ou même de train en one shot sans profiter du pays et de visiter quoi. Donc là on part 10 jours donc avec ma compagne et ma fille. Et autre paramètre qui tombait bien aussi, je l'ai pas dit avant, c'est que ça tombe pendant les vacances scolaires chez nous là à Annecy. Donc du coup c'était parfait pour prendre des vacances en même temps et profiter de l'île. Parfait, ouais, comme ça tu réunis, tu fais d'une pierre deux coups et Ouais, au moins ça limite un petit peu les, on va dire, les sacrifices qui pourraient être faits par c'est certains. ça. Mais bon, ça c'est toujours de toute façon des choses, des choix Ouais, personnels. On va attaquer un petit peu la phase entraînement et on va commencer par une nouvelle question qui t'a été posée. ok. Salut mon bas, c'est Romain. Ron Connect sur Insta, au cas tu n'aurais pas reconnu ma voix suave. J'ai une question purement entraînement pour toi. Tu sais que je kiffe ça. Et totalement putaclic parce qu'elle dépend beaucoup du contexte. Mais si tu avais une séance type pour toutes les personnes qui préparent un 80 bornes et 5000 2D, c'est à peu près ce que tu vas faire, laquelle ce serait? Et ne me parle pas d'une séance au seuil sur bitume, je sais que tu y es totalement allergique. Allez, bonne chance mon base, à toutes, ciao. Donc voilà une nouvelle question pour toi. Je te laisse le temps si tu as besoin pour répondre. Ouais, non, j'ai bien reconnu et c'est un malin, il fait sa promo en même temps, il donne son blaze Instagram. Il est malin ce Romain. Ouais, donc non, pour répondre directement à sa question, je dirais vraiment le week-end block, un mois ou 3 semaines max avant la course, avec enfin, un enchaînement de deux sorties longues, dont une, bah là, en ce qui concerne un 80 km, dont une entre, on va dire, 4 et 6 heures, grosso modo, avec, par contre, totalement en EF, donc à la cool, donc monter en marchant, et plat et descente à allure normale, sans se péter les cannes, quoi. Mais en fait, c'est de passer vraiment du temps dehors, et sur le week-end, un équivalent enfin de 10 heures, quoi, grosso modo. De 10 heures dehors à courir, quoi. Courir, marcher. Vraiment ta journée type de préparation? Bah, je pense, ça, c'est vraiment primordial. Ceux qui n'ont pas encore fait de grosses distances, bah, il faut s'habituer à être dehors et se familiariser avec tout, quoi. Donc, le temps passé dehors, l'effort, bien sûr, musculaire et cardio, mais aussi, donc, checker son matériel. Donc, savoir si le short qu'on a mis ou le t-shirt ne crée pas de frottement, tester sa nutrition, enfin valider sa nutrition. Enfin, c'est un peu un check pour se rassurer à la fois, enfin surtout se rassurer mentalement et se dire, ok, bah, j'ai tout vérifié, là je viens de passer 10 heures en 2 jours, je suis prêt quoi. Et cette course qui intervient assez tôt dans la saison, comment en fait toi tu t'y prépares? Donc tu as fait un petit peu de ski de fond si je comprends bien. Est-ce que le fait que ce soit assez tôt dans la saison, c'est ça qui t'a fait choisir le format 84 kilomètres ou c'était une autre raison? Ouais, non, c'est exactement ça. C'est ma première longue course aussitôt dans la saison. J'avais déjà fait en mars le trail du Ventoux, donc c'est un 45. Mais à l'époque, j'habitais dans le Var, donc c'est vrai que l'hiver, pour s'entraîner dans le Var, il n'y a pas de souci. C'était même parfait. Donc là, c'est vrai que j'appréhendais, entre guillemets, un peu la très longue distance en fin d'hiver. D'autant plus que normalement, les hivers chez nous
à Annecy sont plus ou moins rigoureux, enfin du moins c'est plus compliqué pour courir. Donc c'est pour ça que j'avais pas choisi le 126. Ça aurait été en mai, juin, j'aurais directement pris le 126, je pense. Mais là, c'est ce qui m'a fait opter pour le 84. Et du coup, je me suis dit que vu que on pouvait pas trop courir, du moins régulièrement en montagne à cause des chutes de neige, du verglas ou autre, que j'allais en profiter pour faire vraiment un bloc plus de renfort et ski de fond aussi. Et ce qui m'amène aussi à varier les plaisirs, puisque l'hiver, hein, moi j'aime bien profiter de l'hiver en fait, donc faire du ski, courir dans la neige, etc., quoi. Donc c'est un peu tout ça. Et au niveau du terrain qu'il y aura sur la course, c'est que dans la présentation, on nous parle d'un mini-continent, donc comme s'il y avait un petit peu voilà, différentes parties, différents secteurs avec des terrains plutôt, en tout cas pas identiques. Est-ce que toi, tu sais à quoi t'attendre en fait sur cette course? Tu as déjà vu des images, tu as déjà des personnes qui t'ont fait un petit feedback sur cette course? Ouais, ouais, bien sûr, j'ai regardé un peu les vidéos, les différents résultats les années passées, la météo, un peu le terrain. Donc je sais que c'est une île très aride où l'hiver, voilà, là les températures actuelles, elles oscillent entre 25 et 34. Donc voilà, il peut faire très chaud, mais voilà, il y a certaines parties de l'île où il peut faire un peu plus frais aussi. Et par exemple, il y a 2 ou 3 ans, sur l'Ultra, il s'était chopé 3-4 heures de flotte et de froid, de brouillard, donc chose très très rare, et après des grosses chaleurs. Donc il y a un peu des microclimats, c'est souvent le cas dans ces styles d'îles au milieu de l'océan. Donc voilà, mais sinon, normalement, ça sera des terrains assez arides, secs, et il fera relativement très doux, voire un peu chaud par rapport à nous, l'hiver ici, quoi. Et est-ce que toi, tu auras le temps de t'acclimater à la température par rapport au moment de la course et ton arrivée sur l'île? Nous, on arrive 4 jours avant la course. Donc j'ai 4 jours d'acclimatation. Je pense que ça devrait déjà être pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de décalage horaire. Il n'y a que 4 heures d'avion, donc ça pas de souci là-dessus. Mais 4 jours, j'irai faire quelques footings, bien sûr, et le déblocage, comme on dit, la veille. Donc voilà, j'espère que les 4 jours me permettront d'avoir l'acclimatation minimum nécessaire. Et sur cette course, est-ce que toi, tu seras assisté au niveau des ravitaillements? Ouais, alors sur la course, il y a 4 ravitaux autorisés avec assistance. Donc du coup, ma compagne et ma fille seront présents sur les 4. Donc je dois les briefer sur ça. Mais elles ont l'habitude et souvent sur mes ultras, elles sont là avec moi. Elles aiment ça en plus. Et du coup, c'est quoi leur rôle au niveau du ravitaillement? Tout est prêt et elles te donnent tout ce dont tu as besoin? Du coup, de course en course et avec l'expérience acquise, c'est un peu comme les élites, hein. À chaque ravito, enfin chaque assistance et à chaque nouvelle course, tu t'améliores, donc tu optimises certaines choses sans rentrer dans le mode Formula One, hein. Pour moi, je suis pas à la seconde près non plus, mais tu optimises pas mal de choses. Donc maintenant, je leur fais un petit tableau Excel avec les temps de passage, grosso modo, et ce que j'ai besoin à tel ou tel ravito. Donc que ça soit bien sûr en alimentation, hydratation, mais aussi possiblement sur certaines courses, un coup d'éponge pour se rincer, changer de t-shirt, changer de chaussettes, changer de chaussures. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent être mis en place selon la durée et la distance de la course, quoi. Et du climat aussi. Mais après, c'est surtout, en dehors de ça, c'est vraiment un soutien mental et moral. Ça change absolument tout. La nutrition, l'alimentation, le textile, ça ne fait pas de miracle. Par contre, la présence de proches, que ce soit famille, copains, copines, peu importe, ça, c'est véritablement un miracle, surtout lors des ultras. Enfin, plus on est dans de la grande distance, plus l'assistance humaine et le soutien moral, mental est super important. Ça change tout.
Ça et surtout sur ce défi pour toi qui est vraiment de parcourir cette distance en tout début de saison. D'ailleurs, ce sera ton premier dossard pour 2024? Deuxième, j'ai fait le trail du Bélier, donc trail blanc du Bélier mi-janvier, il y a 2 semaines. Très bien. C'était un- C'est la course qui est à la Clusaz, si Exactement, ouais, je dis pas de c'était bêtises, c'est ça? 14 km et 450 de dénive dans la neige. OK. J'ai vu qu'il y avait aussi possibilité d'avoir un sac de vie. Curiosité, toi tu mets quoi dans un sac de vie? Bah là, du coup, je ne vais pas déposer de sac de vie au départ puisque j'ai l'assistance. Ça, c'est principalement utilisé pour ceux qui n'ont malheureusement pas d'assistance. Donc là, c'est un sac de vie qui se retrouve généralement en milieu de course sur les ultras, enfin les longues distances, où généralement on met, pareil, sa recharge alimentaire, hydratation, éventuellement des vêtements propres. Donc c'est principalement ça qu'on retrouve dans son sac de vie. On va passer, sur la partie nutrition. J'ai également une question, c'est la troisième et la dernière. Après Ok. je te laisserai tranquille avec les questions. Ouais, salut mon petit Baz, j'espère que tu vas bien et que tu te chies pas trop dessus avant ce très gros objectif. Je me posais une question, toi qui es très penché nutrition, qui mange principalement que des graines bio, locales, de saison, etc. Comment est-ce que tu fais en déplacement quand c'est comme ça? Parce que la dernière fois, ça s'était mal passé, t'avais pas très bien digéré le burger. Comment est-ce que tu gères quand tu vas comme ça dans un pays différent et qu'il faut gérer sans trop savoir ce que tu vas trouver sur place? Comment est-ce que tu fais pour gérer ton alimentation veille de course? Est-ce que tu emmènes des tubes et tu prends là, dans ce cas-là, l'avion, parce que c'est plus compliqué avec l'avion? Comment est-ce que tu gères ça et qu'est-ce que tu manges sur la veille de course? Voilà, je te fais des gros bisous. Amusez-vous bien, ciao. Très bonne question. Enfin, qui est en lien avec une anecdote aussi. Alors, je sais pas si j'ai le temps de la raconter ou pas. Si, on est dans les délais, il Ok. y a pas de souci, tu peux y En aller. fait, donc là, c'est une question de Benjamin et c'est un pote en commun avec Romain. Donc, tous les trois, on avait été invités à faire la Méga Avalanche Trail. Donc, c'est une course totalement barbare à l'Alpe d'Huez. C'est-à-dire que ils se sont calés sur la Méga Avalanche VTT, qui est une course très connue de VTT, dont le principe est de partir du glacier, donc à 3200 mètres, et de descendre au plus vite dans la vallée. Donc c'est une course VTT au départ, sauf que là comment dire, dupliqué en mode trail. Donc en fait, on part de 3200 mètres de dénivelé et on doit arriver en bas dans la vallée à 600 mètres. Donc ça fait 2600 mètres de dénivelé négatif à parcourir le plus vite. Donc c'est une course vraiment barbare qui fusille les cuissots. Donc on a fait cette course-là tous les trois. Et donc la veille, on était dans un hôtel et ces deux cons-là se sont mis une murge pas possible qui était pas prévue. Moi, je bois pas d'alcool et j'ai jamais bu d'alcool, donc j'étais un peu à part, mais eux étaient complètement déchirés et on s'est retrouvé à être coincé au niveau timing et à devoir manger à l'hôtel. Et à l'hôtel, il y avait que des choses grasses, enfin, type burger, frites, etc., pizza, certes très bonnes etc. Mais donc c'était pas du tout adapté à une veille de course, encore moins pour moi qui n'ai pas du tout l'habitude de manger ça. Mais je devais manger quand même, donc j'ai pris des frites de patates douces et des nuggets maison. Mais le lendemain, enfin j'étais complètement barbouillé et au milieu de la course, chose qui m'arrive jamais d'habitude. Bah là, j'étais complètement le bide en vrac et ça m'a mis KO une bonne partie de la course, quoi. Donc voilà pour l'anecdote. Et pour répondre à la question, généralement, ce que je fais maintenant pour éviter ce genre de désagréments, soit effectivement si c'est juste une course pas loin où je dois néanmoins dormir la veille sur place, je check avant s'il y a un resto à côté qui sert du riz et de la viande de manière classique, ou alors j'emmène mon Tupperware. Et sinon, là, en ce qui concerne la Transgrande Canaria, donc là, j'ai fait en sorte de réserver, on a plusieurs hébergements pour les 10 jours, mais de réserver en majorité des appart-hôtels. Donc, ce qui fait qu'on a une cuisine.
Donc là, je pourrais faire les courses et cuisiner le repas traditionnel que je prends avant course, donc qui est globalement du riz ou des patates douces, que ce soit écrasées ou enfin en mode vapeur, et une viande blanche, donc poulet. Généralement je fais ça. Riz, patates douces, poulet, et après une compote en dessert, un petit peu de un ou deux carrés de chocolat, et puis on est tout bon, quoi. Niveau alimentation, comment tu gères? Qu'est-ce que tu prends? Est-ce que tu as une stratégie alimentaire à ce niveau-là? Ouais, donc du coup, pareil, une stratégie qui s'est affinée et qui sans cesse aussi s'améliore, parce que comme je disais tout à l'heure, de course en course, bah, on acquiert de l'expérience et on se rend compte de certaines choses que l'on améliore petit à petit. Donc, et ça a d'autant plus d'importance sur des courses longues. Effectivement, sur un 10 bornes, un 20 bornes, tu manges un truc, ça suffit, même si t'es un peu en hypo à la fin, tu finis ta course quand même. Par contre, sur de la longue distance et sur un ultra, la nutrition, au départ, paraît un détail, mais finalement, c'est pas un détail du tout. Et ça peut, dans un sens ou dans l'autre, changer ta course. Donc, une mauvaise alimentation au cours de ta course, et même, je veux dire, de manière générale, une mauvaise hygiène de vie au cours de la saison, bah, tu pars déjà avec un mauvais point. Si en plus de ça, par-dessus, tu rajoutes des produits de nutrition sportive ou autres qui sont pas à consommer ou pas bons pour ton estomac ou autre, bah, tu peux virer à la catastrophe. Tu peux avoir des maux d'estomac, tu peux vomir. Ce qu'on voit malheureusement sur la plupart des courses, c'est des gens qui sont en vrac sur le côté à vomir ou avoir les fesses à l'air pour se délester de plein de choses. Donc ça, il faut éviter, effectivement. Donc il y a tout un protocole nutrition, effectivement, à tester. Alors je vais pas faire la pub de Baou, etc. C'est pas le sujet du podcast, mais il faut vraiment faire attention à sa nutrition, à ce qu'on consomme, tester et prendre voilà, des vrais aliments. Donc il y a de la nutrition sportive qui existe, mais il y a tout un tas de choses aussi que l'on peut prendre au ravito qui seront bénéfiques, tels que voilà, du riz, des soupes, des bouillons. Donc manger du solide, penser à vraiment bien s'hydrater et avoir un taux de glucides aussi adéquat. Donc il n'y a pas de règle miracle, il y a des grandes règles à respecter dans l'ensemble, mais chacun est différent là-dessus. Il y en a qui ont de la chance, qui peuvent avaler tout ce qu'ils veulent très facilement, d'autres où c'est l'inverse. Donc c'est vraiment un juste milieu à trouver. Mais voilà, moi j'utilise forcément des produits Baou, donc ça va être des bars, des purées et des nouveaux produits qui vont sortir bientôt, dont je peux pas encore donner l'info. Mais du coup, après, dans le timing, généralement, ce qu'on conseille de faire, c'est de consommer du solide tant qu'on peut consommer du solide, donc ça va être des bars ou autres. Et après, selon les durées de course et chaque personne, on a un manque de salivation et qui fait qu'on a du mal à mâcher du solide, à assimiler du solide. Donc c'est pour ça qu'on se tourne rapidement vers du liquide, comme des purées ou des gels pour certains, ou de la boisson. Donc voilà, ça c'est un conseil que je donne, et aussi d'alterner rapidement sucré-salé, parce que très souvent, quand on parle de glucides, on pense qu'au sucré, qu'au sucré, qu'au sucré. Alors le sucré, enfin le sucre, il en faut. Encore faut-il du bon sucre et pas n'importe quoi. Mais il y a aussi un apport en sel qui est super important, donc en sels minéraux, qu'on peut avoir à travers des produits de nutrition sportive, mais aussi de par des légumes ou des purées ou des soupes ou des bouillons que l'on peut avoir sur les principaux ravitaux aussi. Enfin, voilà, c'est un vaste sujet. Ça peut, ça peut nécessiter 1 heure à 2 heures de podcast, et il y en a qui sont encore mieux placés que moi pour intervenir à ce sujet-là. Mais voilà, c'est ce que je pourrais dire là sur ça. Non, en tout cas, merci pour ce conseil un petit peu général, mais on était quand même bien rentré dans le détail. Effectivement, oui, c'est sûr que ça prendrait quand même plusieurs heures, je pense, pour parler du sujet. Ouais.
Et bon, c'est vrai que c'est pas le sujet du podcast. Il y a d'autres podcasts, je Oui, pense oui, il y en a que plein d'autres certains doivent sur la connaître, qui nutrition. sont Donc, beaucoup plus voilà, techniques et basés sur la nutrition. Donc là, on a parlé de la stratégie alimentaire et on va parler aussi de la stratégie de course. Toi, est-ce que tu as une stratégie? stratégie en soi, enfin, j'ai pas de stratégie militaire au millimètre près. J'ai euh, j'ai un objectif de temps, enfin du moins une fourchette, parce que plus on fait du long, plus l'objectif de temps devient une fourchette plus ou moins grande. Donc ça, j'en ai un. Et après, voilà, comme c'est un format que je maîtrise plutôt bien et que j'ai déjà pratiqué à plusieurs reprises, et là, c'est un format aussi, enfin comment dire, oui, un format particulier dans le sens où la quasi-totalité du dénivelé se fait sur la première moitié de course. Donc en gros, au 42e kilomètre, on a déjà 4000, plus de 4000 mètres de dénivelé dans les pattes. Et ensuite, c'est plutôt un profil descendant sur la seconde partie de course, qui est un profil où je suis généralement à mon avantage. Je suis très bon dans les descentes et comme je suis très fort musculairement sur le bas du corps, j'encaisse énormément les descentes, donc ce qui me permet d'envoyer plus et d'être plus endurant que les autres. Donc je vais partir relativement calmement, faire mes montées à mon rythme. Et une fois que la première partie de course et la majeure partie du dénivelé sera avalée, là, selon l'état des forces à l'instant T, j'aviserai et j'accélérerai ou pas. Puis après, ça dépend des sensations du jour également, de la météo. Enfin, après, il y a d'autres paramètres qu'on ne contrôle pas au départ, quoi. Et tu en as parlé juste avant, du coup. C'était la deuxième question. L'objectif de temps, effectivement, qui sera quand même lié, de toute façon, à la météo. Ouais. Mais est-ce que tu pourrais nous parler de ton objectif de temps sur ce 84 km? Bah là, j'aimerais bien faire entre 12 et 13 heures. Voilà. D'accord. Après, ça peut être plus, ça peut être moins. Ça, on le saura sur le second épisode. Exactement. Belle promotion. On arrive déjà à la fin de ce premier épisode. Je voulais en profiter pour remercier les 3 personnes qui sont intervenues avec des questions audio, qui ont été très réactives, parce que je me suis pris un petit peu tardivement, une fois de plus, et également aux questions qui m'ont été posées en direct ou en commentaire sur Instagram. Je voulais également te remercier, Baz, d'avoir pris du temps pour partager ça. Et on sent vraiment dans ton discours, la passion de cette discipline qui t'a conquis depuis 7 ans. Et je voulais savoir où est-ce qu'on peut te suivre, sur quel réseau, et voilà, c'est ton petit instant promo en tout Ouais. cas. Bah déjà, je tenais à te remercier également de m'avoir invité sur ces podcasts. Donc merci à toi. Puis c'est vrai que le concept est différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur d'autres podcasts. Donc c'est ce qui m'a plu aussi. Merci également à mon coach Fred et aux deux joyeux lurons qui ont posé les questions. Donc vraiment sympa. Et du coup, j'ai perdu ta question. C'était quoi? Oui, pour ma C'était petit ma instant promo, promo, savoir où pardon. est-ce qu'on peut te suivre. Alors, tout bêtement et principalement que sur Instagram, donc base_trailrunner. Et voilà, donc j'utilise principalement Insta. Je me suis mis sur Threads là, très récemment, mais je n'en vois aucunement l'intérêt. Donc voilà, ça sera que sur Instagram. Donc voilà, j'ai pas le temps d'être ultra omniprésent sur les réseaux de partout. Donc Insta me convient très bien déjà. D'accord, donc c'est base_trailrunner Ouais, sur Insta, c'est ça? exactement. Est-ce que tu as ton numéro d'ailleurs de dossard déjà pour la course? Non, je l'ai pas reçu et j'ai pas vu la liste non plus des inscrits. Ça devrait pas tarder, je pense. Donc je te le passerai bien sûr dès que j'ai l'info. Très bien. De toute façon, après, je mettrai en story, souvent sur mon compte Insta. Je publie régulièrement des stories sur les projets qui sont en cours avec les invités. Ouais, pour le suivi. Ouais. Donc, on arrive sur la toute fin d'épisode, et j'ai pour habitude de laisser le mot de la fin à l'invité, sur lequel tu as carte blanche. Tu peux parler aussi bien de trail que d'autres choses. C'est libre choix. Bah, pour ceux qui me suivent sur les réseaux ou qui veulent me suivre, c'est vrai que je me prends pas trop la tête, donc c'est un mélange mon compte, c'est un mélange de sérieux et beaucoup de conneries.
dont pas mal d'humour noir sur le trail de manière générale et des running gags sur pas mal de courses que j'ai pu faire, mais que j'apprécie pas particulièrement, voire pas du tout, type Saint-Élion, Ecotrail. Donc je suis très, comment dire, charrieur sur ces courses-là et j'en joue, mais c'est vraiment avec un bon fond. Hein, y a pas de, c'est de l'humour noir et j'en rigole. Mais généralement ça fait rigoler et ça plaît aux personnes qui n'aiment pas la course ou qui l'adorent. Donc voilà, ça c'est mon petit côté à moi, on va dire taquin. Donc, et puis je vais continuer en ce sens parce que c'est des choses que j'aime. C'est être sérieux sans se prendre au sérieux et puis ça reste que du sport et il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur plein de choses. Euh, Tout le monde est humain. On n'a pas tous le même avis. On a des courses que l'on adore, d'autres qui les détestent. Enfin, voilà. Le but, c'est que chacun y trouve son compte et se fasse plaisir comme il le souhaite. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.